Bonjour à tous, je suis Christelle Mont, professeure d'anglais au Collège de Beauzelle et je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième publication dans laquelle je vous parlerai d'ergonomie dans la classe. Je partirai de la définition du mot ergonomie et nous verrons comment cette notion prend tout son sens en pédagogie. Je donnerai ensuite des exemples de ce qu'il est possible de mettre en place dans nos salles de classe et dans nos cours pour faciliter l'apprentissage et l'autonomie des élèves. Pour finir, nous verrons quelles difficultés nous pouvons rencontrer et comment les anticiper. Qu'est-ce que l'ergonomie? Le dictionnaire Le Robert définit l'ergonomie comme étant l'étude scientifique des conditions de travail et des relations entre l'être humain et la machine. Le deuxième sens du terme parle de l'adaptation d'un environnement de travail, outils, matériel, organisation, aux besoins de l'utilisateur et précise que l'ergonomie évolue avec les conditions de travail, la conception d'outils et le public. Cette définition prend tout son sens en pédagogie. Qu'est-ce que l'ergonomie en pédagogie? C'est optimiser les interactions entre les apprenants et leur environnement de travail pour faciliter l'apprentissage. C'est penser la disposition de la salle comme étant un élément du confort de l'apprenant et donc de sa bonne disposition à apprendre, ainsi qu'un vecteur de son interaction avec les autres élèves et l'enseignant. C'est aussi tout ce que l'on met en place pour développer au mieux les capacités cognitives des élèves. L'ergonomie prête donc attention au type de support et aux contenus qui sont proposés en termes d'accessibilité pour tous les élèves. Se pose alors la question suivante. Que pouvons-nous mettre en place pour développer l'ergonomie dans une salle de classe et dans nos cours pour proposer les meilleures conditions d'apprentissage à nos élèves? L'ergonomie, c'est penser la disposition de la salle de classe, les déplacements et la gestuelle. C'est penser l'affichage, le matériel, les outils et la gestion du temps. C'est aussi penser les documents et les supports que l'on va utiliser et le type d'activité que l'on va proposer. C'est mettre l'élève au centre de l'apprentissage et réfléchir à tout ce que cela implique pour l'aider à apprendre. Voici quelques pistes à explorer et peut-être à adapter en fonction du public de votre établissement. Je commencerai par la disposition de la salle de classe qui joue un rôle important. L'étude Clever Classrooms, menée au Royaume-Uni en 2015, a révélé que l'aménagement d'une salle de classe et sa personnalisation ont une influence considérable sur l'apprentissage des élèves et qu'il est nécessaire d'optimiser l'espace d'une salle de classe pour l'adapter aux besoins des élèves. Par exemple, la disposition en îlot favorise les travaux de groupe. La disposition en U favorise l'expression orale et l'interaction. La salle de classe hybride, regroupant différents types de dispositions, permet de s'adapter aux différents besoins des élèves. Les choix d'organisation de l'espace doivent être définis en fonction des activités prévues et des objectifs et peut donc évoluer d'un cours à l'autre. La position de l'enseignant dans la classe et les déplacements sont importants. Il faut savoir adapter sa position aux activités. Par exemple, au moment du rituel ou lorsqu'un élève est au tableau, je me mets en retrait au fond de la classe. En revanche, si l'élève a besoin d'être rassuré, alors je lui laisse la place au tableau, mais je reste sur le côté, prête à intervenir si nécessaire. Lorsque nous faisons une activité d'expression orale, je me mets au centre du U pour faire le chef d'orchestre et donner la parole aux élèves pour que tout le monde participe. J'organise aussi régulièrement des activités où les élèves se déplacent pour aller interviewer leurs camarades. Outre le côté ludique, certains de nos élèves sont kinesthésiques et ont besoin de bouger pour mieux apprendre. La gestuelle est également importante en pédagogie. J'ai mes codes que les élèves comprennent et apprennent vite. Par exemple, je fais claquer mes doigts pour signaler une erreur. Si je veux que les élèves se réfèrent à l'affichage en classe, je le montre du doigt. Si j'entends une erreur de verbes irréguliers, je brandis ma liste. Passons maintenant à des choses plus concrètes telles que l'affichage et le matériel dans la salle de classe. L'affichage du tableau des prononciations, des nombres ordinaux, des temps, des auxiliaires modaux, crée un environnement de travail et vous pourrez vous y référer. Il faut aussi tirer profit du matériel à notre disposition dans la salle. Par exemple, le tableau blanc pour noter une structure ou du vocabulaire, le vidéoprojecteur pour projeter un document ou un support de travail, les ardoises pour mener une activité de révision ou encore une horloge pour gérer le temps. N'oublions pas les outils numériques pour préparer des diaporamas, des génialis, des padlets
qui rendent nos cours plus vivants et qui nous permettent de mutualiser des ressources avec les élèves. Personnellement, j'utilise aussi beaucoup les flashcards que je brandis dès que je veux faire réactiver une notion, ainsi que des cartes de jeu avec des questions de civilisation ou du vocabulaire pour les révisions de début de cours. Dans le cadre de la différenciation pédagogique, nous pouvons laisser du matériel à la disposition des élèves pour qu'ils puissent faire des activités en autonomie. Ça peut être des fiches de grammaire ou de vocabulaire, des activités ludiques telles que des crosswords. La manipulation de cartes avec des mots permet aux élèves en difficulté de fixer les structures. Lorsque mes élèves à haut potentiel ont terminé une activité avant leurs camarades, je leur distribue des articles photocopiés dans les magazines Today in English. Je leur lance le défi de retrouver une liste de 10 mots de vocabulaire. S'ils y parviennent, je les récompense par un point bonus. En général, cette activité les stimule et ils se prêtent au jeu. Je vais maintenant vous parler des documents, des supports et de leur mise en page, et je vais insister sur l'importance de leur présentation. Il ne faut pas qu'un document soit nécessairement beau, imagé et coloré, il faut surtout qu'il soit accessible à tous les élèves. Pour cela, j'utilise la police Arial taille 12 pour les documents papier, qui est conseillée pour les élèves dyslexiques et dysorthographiques. Pour les diaporamas, j'utilise plutôt la police Arial taille 24 et des caractères gras. J'utilise toujours le même code couleur qui aide les élèves à repérer les différents mots dans la phrase et à assimiler les structures. Le sujet est en vert, le verbe en rouge, l'auxiliaire en orange, la négation en violet. Enfin, j'utilise des pictogrammes représentant l'activité langagière dans la consigne d'un énoncé pour en faciliter la compréhension. Ce ne sont que quelques pistes parmi une multitude. Il faut mettre en place des pratiques qui nous correspondent. Il faut tester et parfois adapter. Cela passe par l'observation de nos élèves, l'analyse de nos pratiques, une réflexion et une remédiation. Bien sûr, nous pouvons être confrontés à des imprévus, mais plus nous anticipons en amont, moins nous rencontrons de difficultés. Alors quelques conseils. Optez plutôt pour la simplicité de votre support plutôt que son côté esthétique. Un document soigné mais trop chargé peut être illisible pour certains élèves. Lorsque vous projetez un document, distribuez toujours la version papier aux élèves, plus lisible pour eux. Assurez-vous de la lisibilité du document projeté. Oubliez les couleurs si vous avez un élève dyschromatique. Ne multipliez pas les outils pour une même activité car tout le monde s'y perd sans compter la perte de temps. Enfin, l'essentiel, c'est d'être efficace pour transmettre des connaissances, gagner en simplicité et en temps de préparation aussi. Alors en résumé, l'ergonomie, c'est quoi? C'est la disposition de la salle, les déplacements de l'enseignant et des élèves, la gestuelle, le matériel et les outils, les documents et autres supports. C'est tout ce qui permet de proposer des activités attrayantes et vivantes pour capter l'intérêt de nos élèves, les faire adhérer et progresser. C'est tout ce qui permet de fluidifier la mise en place des activités, de faciliter les apprentissages, de développer l'autonomie de nos élèves et nous permet aussi de gagner en efficacité. Il n'y a pas de pratique idéale, mais une réflexion permanente sur comment et par quels moyens mener une activité et une réflexion centrée sur ce que l'on veut apporter à nos élèves. Pour cela, il faut anticiper, imaginer, faire preuve de créativité, préparer en amont le matériel et les supports, envisager l'espace et les déplacements. Plus nous anticipons, moins nous rencontrons de difficultés. Et lorsqu'une difficulté survient, cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner notre idée, mais il faut trouver une remédiation. Et surtout, ne pas se décourager et garder en mémoire que la perfection n'existe pas. À vous de jouer maintenant. Quant à moi, je vous retrouverai dans ma prochaine publication où je vous parlerai des activités orales qui permettent à nos élèves de fixer une structure tout en encourageant l'interaction entre élèves.